de Meknès et spécialiste des relations hispano-marocaines. Donc, on reste dans cette relation bilatérale entre l'Espagne et le Maroc. Et vous allez vous attaquer rien de moins qu'à essayer de faire un bilan des enjeux historiographiques et mémoriels portés par la guerre du Rif. Tout ça en une vingtaine de minutes. La parole est à vous. Merci. Merci Sophie. Exactement, je vais attaquer le terme est à sa place. Donc, je tiens tout d'abord à réitérer, à remercier encore une fois les organisateurs de cette rencontre scientifique. Je me réjouis d'y participer. Ça a coupé un petit peu. Ça a coupé. Il est instable un peu. Oui, bon, on essaye. Le réseau. On essaye de. J'interviendrai si vraiment ça coupe trop longtemps. Sinon, je vous laisse continuer. Ah, là, ça a coupé à nouveau, zut. Alors, autrement, si vous avez une mauvaise connexion, Mimoun, ce qu'on nous suggère ici, c'est de couper la vidéo, ce qui serait un peu triste, mais si ça nous permet de vous entendre, ce serait pas mal. Couper la vidéo? Peut-être. Parce que là, la connexion coupe. On va essayer comme ça. Voilà, on essaie comme ça. Je vais essayer comme ça. Okay. Je disais, je remercie également Jam Abida, je ne sais pas s'il est là, directeur des archives, mais avant tout, chercheur et historien. Il vous dit qu'il est là. Qu'il est là, d'accord, merci. Donc, je comprends parfaitement le souci ou les soucis qui portent cette énorme tâche en tant qu'historien, d'abord pour aborder ces thèmes, donc ces questions, donc ces préoccupations, d'abord à caractère scientifique et archivistique. Il a bien expliqué un peu l'effort déployé par quelques institutions comme au CNDH, l'IR, etc., pour un peu réconcilier avec notre histoire, etc. Je le comprends parfaitement. Et c'est un effort important, mais il reste beaucoup de choses à faire encore dans ce domaine. Donc, ma communication, ça va être aussi un peu un débat avec Badiha et mes collègues Badiha et Zakaria qui viennent de me préparer le terrain. Ma communication a un caractère un peu généraliste par rapport à leur intervention, consacrée essentiellement à un thème précis. Donc, je vais m'attaquer à ces enjeux mémoriels. J'avais intitulé historiographique, mais je vais me concentrer essentiellement sur les jeux mémoriels en relation avec la guerre du Rif. J'essaierai dans un premier lieu de vérifier, plus que d'aborder, la place qu'occupe Abdelkrim dans la mémoire rifaine et plus particulièrement chez la jeunesse rifaine actuellement, je veux dire, à partir d'un matériau un peu disparate. Il s'agit de la presse, des films documentaires, réseaux sociaux. Je ne vais pas les analyser, mais mon travail s'inspire un peu de ce qui s'est fait un peu dans le Rif, dans ce milieu, le milieu associatif et le milieu de la société civile. J'accorde un intérêt assez particulier au conflit des mémoires entre, d'une part, l'Espagne et le Maroc, et d'autre part, entre la société civile dans le Rif, entre la société civile et l'État marocain. Parce que je viens de lire un article intéressant, de relire, parce que je l'avais déjà lu, de Badiha, un musée pour gouverner la marginalité. C'est un texte intéressant publié dans le gouvernement du social au Maroc, publié chez Cartala, qui m'a énormément inspiré et poussé ma recherche un peu plus loin. Quelques constats pour commencer, en termes de réchauffement préliminaire. Je commence par dire le suivant. Abdelkrim est contre du mouvement indépendantiste contre le colonialisme, non seulement au Maghreb, mais aussi dans tout le monde arabe
et de ce qu'on appelait aussi le tiers-monde. Ça, c'est un constat. Mais il a été un peu négligé. Ça, c'est à discuter un peu dans l'historiographie marocaine, exception faite de Germain Yash, etc. Ça, c'est un autre débat. Il est également banni de la mémoire nationale. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les termes de l'historien marocain Moustapha Bouaziz. Moustapha Bouaziz, donc, dans un documentaire réalisé par France Culture, par Raphaël Kraft et Charlotte Roux, donc de France Culture, en 2010. Il a été mis en circulation en 2011-12, mais moi, je me rappelle quand ils sont venus me voir, c'était en 2010. À notre avis, la figure d'Abdelkrim, qui dérangeait de son vivant, continue de déranger les pouvoirs publics après sa mort. Une anecdote pour donner quelques exemples. Lors d'un colloque sur la résistance organisée par le Haut Commissariat aux anciens résistants, institution officielle, on demande à un intervenant d'envoyer un enregistrement d'une communication, parce qu'on est en ces années de Covid. À l'arrière-plan de l'enregistrement, dans sa chambre, on voyait une photo d'Abdelkrim. Les organisateurs n'étaient pas vraiment d'accord. Il fallait refaire l'enregistrement en enlevant la photo. À mon avis, c'est assez révélateur et les exemples, on peut les multiplier par une dizaine de ces petites choses. Donc, c'est pas des consignes officielles, mais parfois, c'est des administrations publiques, des petits responsables et qui ont encore ce crime comme un tabou. Il y en a qui parlent du retour de crime, comme d'ailleurs dans ce documentaire de France Culture, Raphaël Kraft. Abdelkrim a toujours été considéré comme un symbole de liberté et comme des mouvements indépendantistes, etc. Mais selon ce documentaire, il a été oublié un certain temps. À mon avis, il ne s'agit pas d'un retour, plutôt d'une réapparition, qu'on voit depuis une vingtaine d'années. C'est lié un peu au processus démocratique au Maroc et à ce que le professeur Jamabida a expliqué au début, les efforts de CNDH, etc. Donc, il y a plus cette réapparition qu'un retour. Ce qu'on remarque, les jeunes commencent à sortir des portraits dans des manifestations. Le drapeau de la République dérive, certainement. Internet, les réseaux jouent un rôle important. Donc, dans ces manifestations, j'ai retenu quelques termes des manifestants enregistrés par Raphaël Kraft. Un interrogé lui dit Abdelkrim, c'est notre seule fierté. C'est notre seule fierté. Donc, la mémoire d'Abdelkrim a été occultée plus que pendant une certaine période, même à l'époque coloniale. Pour sa relation tendue avec le sultan. Donc, le sultan Moulay Youssef d'abord. Donc, réapparaît rapidement après l'indépendance. Les événements de 58, apparaît la figure d'Abdelkrim. Aussi, en 1984, lors des contestations sociales connues sous le nom des émeutes de pain, et plus particulièrement lors de Hirak 2016-2017. Comment peut-on qualifier l'importance que prend la figure de l'héros de la bataille d'Anoual? Je partirai d'une déclaration d'un manifestant aussi lors de Hirak qui disait « Le sang d'Abdelkrim coule dans nos veines ». Donc, quels sont les enjeux mémoriels de la guerre du Rif au Maroc? La controverse entre la vision officielle et non officielle. Donc, non officielle, c'est plutôt
la vision locale dans le Rif. Les enjeux mémoriels de cette guerre prennent de l'ampleur dans les 2 dernières décennies, comme je viens de dire. Il y a d'une part la controverse entre la vision officielle et la non officielle, et d'autre part la concurrence de mémoire entre les Rifins. Et là, je reviens à ce que je dis au début dans l'article de Badiha, qui parle d'un conflit entre les Rifins sur la mémoire, même entre les Rifins et au sein de la famille d'Al-Khattabi. Alors que moi, je trouve le terme Badiha un peu fort, que moi je parle un peu de la concurrence ou d'un certain malentendu ou trouver d'autres termes. Face à la réticence de l'historiographie marocaine, donc, la question est prise en charge par la société civile. Il s'agit plus d'une mémoire locale que d'une mémoire nationale. Donc, dans ces associations, Badiha et Zakaria, dont vous avez parlé, il y a l'association Mémoire du Rif, qui fait un peu ce travail dans un sens local, mais souvent, il va un peu élargir vers avoir une dimension nationale. Donc, il y a une demande d'intégrer la mémoire du Rif dans la mémoire nationale, mais pour le moment, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés qui n'est pas liées au processus démocratique au Maroc, mais plutôt à quelques personnes qui résistent. Donc, je nuance bien mes propos pour ne pas me faire mal comprendre. La preuve de la commémoration du centenaire de bataille d'Anoual, cette année, on est un bon exemple de ce que je viens de dire. C'est essentiellement l'affaire des associations dans le Rif et en Europe, officiellement, et pour faire bonne figure, le commissaire des anciens résistants visite, comme d'habitude, chaque année, le site d'Anoual. Alors, cette visite, parfois, c'est aussi une source d'un conflit. Pour les Rifins, la bataille d'Anoual représente un symbole important dans la lutte anticoloniale. Elle marque la naissance d'un mythe de crime, etc. Mais au-delà de l'événement, la mémoire de cette guerre est investie d'un sens politique pour la société civile. On constate d'abord l'émergence du groupe mémoriel, comme l'association, et leur mobilisation atteint son apogée chaque année, plusieurs fois dans l'année, à l'occasion de certaines occasions. Donc, il y a le 21 juillet, la célébration, la commémoration de la bataille d'Anoual. C'est pas que le centenaire, ça a commencé il y a bien longtemps. Et aussi le 6 février, décès d'Abdelkrim au Caire en 1963. J'ai participé un peu dans ces célébrations en 2013, qui a eu lieu un peu dans plusieurs villes au Maroc, mais bien surtout dans les capitales européennes, à partir de Madrid, Barcelone, Amsterdam, Paris, un peu partout. Cette mémoire de résistance à la colonisation espagnole s'élargit dans le temps pour inclure aussi des héros tels que Shérif Mohamed Amzian dans la région de Nador, et va aussi vers d'autres personnages de la région. Donc, les commémorations et le surgissement du conflit. Je tiens à souligner cet aspect conflictuel. Les commémorations de la bataille d'Anoual pratiquées par les pouvoirs publics et par les associations locales remontent aux années 80. Donc, je ne vais pas faire cet historique, mais c'est intéressant que c'est le parti politique qui l'a célébré un peu, et officiellement, le Makhzen devrait composer avec la réalité, et timidement, on organisait quelques rassemblements dans les villes pour commémorer cette bataille. Donc, c'est derrière. Par contre, la société civile insiste sur la dimension locale et identitaire. Identité amazigh, identité de la marge. Pour la bataille d'Anoual est une épopée, l'épopée d'Anoual, et elle fait la fierté des Rifins. Donc, il y a un discours différent du discours officiel. La société civile reproche à l'État
son insouciance et son monopole des commémorations. Cela parfois prend des formes violentes. C'est comme par exemple à partir de 2015, il se fait presque chaque année, lors de la commémoration 94e anniversaire de la bataille d'Anouar, des acteurs de la société civile ont organisé un sitting et dans un communiqué mettant en garde les autorités marocaines d'user une nouvelle fois de la force pour interdire la célébration. Les premiers ont annoncé le projet de protestation sur le lieu de la bataille, alors que les autorités veulent réserver exclusivement le site au Haut Commissariat aux anciens résistants. Donc, il y avait des accrochages entre militants du mouvement Amazigh et les forces publiques pour protéger le haut commissaire aux anciens résistants qui est venu visiter le site. Donc, d'autres sources de conflit, le rapatriement de la dépouille d'Abdelkrim que Badiha analyse aussi dans son article, concernant le respect d'une partie de la famille, ce que disait Abdelkrim, qu'il n'allait pas mettre les pieds au Maroc, même dans un cercueil, si le Maroc n'a pas eu son pleine indépendance, la famille a composé des versements selon ses propres compositions. En entrant au Maroc, une partie de la famille a compromis avec le Makhzen. Donc, une partie de la famille, il s'agit de sa fille Aïcha, Mariam, et le cousin d'Abdelkrim, Omar Al-Khattabi. Donc, ils sont rentrés au Maroc. Saïd Al-Khattabi disait de son père ne pourrait jamais revenir dans le Rif sans ses idées. Donc, c'est ça le malentendu qu'il y a entre la famille sur le retour de la dépouille d'Abdelkrim. Un autre différent, c'est celui, est-ce qu'il va être enterré à Ajdir ou à Rabat? Donc, Aïcha dit qu'il préfère à Rabat et Myriam, qui est décédée il y a quelques années, disait qu'il voulait être enterré à Ajdir. Donc, je passe un peu sur cet aspect, peut-être. Aïcha Al-Khattabi s'est adressée plusieurs fois ou plusieurs reprises au roi Mohamed V, sollicitant de rapatrier la dépouille de son père, et en même temps, Omar Al-Khattabi s'oppose à cette idée, le cousin. Donc, s'oppose à cette idée de rapatriement. En disant, Omar Al-Khattabi, en disant qu'Abdelkrim était un chef d'État et n'est pas question d'en faire un marabout dans son propre pays. En tant qu'État marocain, tant que l'État marocain ne s'est pas réconcilié avec le Rif, le retour de la dépouille d'Abdelkrim ne doit pas avoir lieu. Omar Khattabi. Donc, il s'agit des interprétations différentes. Donc, il y a d'une part l'universalité et la marocanité d'Abdelkrim, et il y a d'autre part la rifanité et l'aspect local de la question. Donc, mais Abdelkrim n'est pas seulement les membres de la famille, des acteurs associatifs locaux se sont mêlés à cette question de rapatriement, se tenant l'une ou l'autre partie de la famille. Donc, ce conflit mémoriel renvoie à des oppositions sur la relation à l'État et au pouvoir central. Voilà. Un autre aspect qui est assez conflictuel dans l'héritage d'Abdelkrim, c'est la République du Rif. C'est une autre source de conflit mémoriel dans le Rif. Aïcha disait, non, mon père n'a jamais voulu créer une république séparée du Maroc. Mon père savait que la France avait divisé sur cette région, alors tout juste libérée des mains du colon espagnol battu
lors de la bataille d'Anoual, il a déclaré une république. Donc, là, il y a un travail énorme encore à faire des historiens et ils n'ont pas dit leur dernier mot. Il y a un débat aussi dans l'historiographie marocaine à travers d'un dernier ouvrage publié par Mohamed Ounia, Le mythe de la République du Rif, qui suscite un débat impressionnant et passionnant. Donc, Isha, comme je dis au début, la famille qui rentrait a été contactée par le palais, etc. Donc, joue un rôle de réconciliateur entre la société civile et le Marsin. Jamais mon père n'avait envisagé la séparation du Rif du Maroc, toujours Aïcha. Maintenant, un dernier point, c'est les zones mémorielles de la guerre du Rif entre le Maroc et l'Espagne. C'est un travail en cours, donc j'ai seulement quelques éléments. Tout à l'heure, il y avait l'intervention de Mónica Ríos Peñíes sur Tiempos de Guerra. Donc, je faisais partie un peu des conseillers historiques. On nous a ramenés là-bas à Madrid dans une chaleur. C'était la même chaleur qu'il y avait à Anoual en juillet 1921. Interrogés pendant plusieurs heures. Finalement, on ne voyait pas notre race dans ce film. Il y avait des questions parfois très techniques sur les types d'armes qu'il utilisait, comment on l'appelait, les rifins, telle chose ou telle chose. Et ça allait jusqu'à... On me demandait quels sont les 4 piliers, les traduire de l'espagnol, de l'arabe à l'espagnol, etc. Donc, je m'arrête là pour cette information. Donc, quels sont les enjeux mémoriels entre l'Espagne et le Maroc? Donc, une mémoire douloureuse et un passé qui pèse sur le présent. Ça, c'est le premier constat. Du côté, des deux côtés d'ailleurs. Mémoire douloureuse, c'est des deux côtés. Et l'usage de ce passé dans les affaires actuelles en est un autre. Au Maroc comme en Espagne, pendant des années, le passé immédiat, celui de l'après-indépendance, a été violemment refoulé par les deux, parce que Franco, à l'époque, ne voulait pas parler du Maroc. Il l'appelait d'ailleurs le cauchemar. Era una pesadilla. Donc, le cauchemar, le Maroc, il ne voulait rien savoir. Mais ces dernières années, les exigences de l'ouverture entre les deux pays, et on constate l'émergence de cette période coloniale. Donc, le passé revient en flot ou à flot pour inonder le présent. Et quand ils m'ont appelé pour participer à cette série comme conseiller historique, un film donc, avec un budget énorme, ça m'a un peu interpellé. S'il y a encore tout cet intérêt en Espagne pour la période ou pour Anoual exactement, etc. Donc, il convient de signaler aussi que la guerre du Rif est un enjeu clé de l'histoire espagnole, et parce que entre les deux guerres, essentiellement, elle a porté Primo de Rivera au pouvoir et Franco aussi. En même temps, il y a un conflit, pour ne pas dire une guerre de mémoire, entre les Rifins et l'Espagne. Je dis les Rifins parce que parfois, ça se réduit à un débat entre les Rifins, la société civile, comme l'a démontré tout à l'heure mes collègues, et l'Espagne directement, parfois aussi la société civile espagnole à travers les médias, et après on passe par l'État, on passe par les institutions officielles, comme vous l'avez démontré. Donc ce conflit, ça touche quoi ce conflit? Il touche d'abord les dénominations et les dates symboles, les événements symboles tels que la bataille d'Anoual. Chez les Rifins, c'est une épopée, Melhamet Anoual. Chez les Espagnols, c'est un désastre, le désastre d'Anoual. La guerre du Rif pour les Rifins, c'est la guerre de libération, Harb al-Tahrir,
Rifia, ou Thawra Rifia. Alors, pour les Espagnols, c'est une guerre ou c'est des guerres, las guerras de Marruecos. Donc, vous voyez les interprétations différentes. Une simplitude peut-être sémantique de ces termes aide à clarifier ces conflits des mémoires. Donc, pour les enjeux mémoriels, il y a aussi la bataille d'Anoual, qui représente une cinglante défaite pour les Espagnols. Alors, pour les Rifins, donc, c'est une victoire. C'est une victoire. Il existe en Espagne un discours pratique mémoriel visant à commémorer ces batailles. Donc, dernièrement, on commémore aussi la bataille d'Anoual. Selon les militants rifins, pour la reconnaissance de l'Espagne de la glorieuse bataille d'Anoual, il y a la question des gaz chimiques. Donc, je ne vais pas en parler parce que mes collègues ont déjà parlé. Je crois que c'est fini parce que j'avais le troisième élément. Le deuxième élément, c'était l'utilisation des armes chimiques. Et j'espère que je suis à temps. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mimoun. Donc, parfaitement dans les temps, j'allais justement tenter de vous interrompre, mais c'est parfait et on est ravis de vous voir à l'écran maintenant. Parce que vous êtes fatigué là, vous êtes fatigué, c'est pour ça. Bah, écoutez, la salle est calme, mais encore remplie, donc vous avez un auditoire attentif. Donc, merci beaucoup pour cette dernière présentation. J'attendais justement un peu ce que vous alliez dire sur la mémoire de la guerre du Rif en Espagne. Je me demandais si on allait devoir se contenter de Tiempos de Guerra pour savoir ce qui se passait en Espagne. Mais vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied en annonçant que vous aviez été conseiller historique de cette série. C'était justement une question que je voulais poser à Monica sur la place des conseillers historiques dans la série, mais du coup, vous allez pouvoir répondre tous les deux. Voilà. Alors, je pense que ces trois interventions extrêmement riches vont susciter un très vaste débat que je peux peut-être lancer